First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bienvenue sur Esquisse, un podcast sur les créateurs et créatrices d'univers. Et pour ce 22e épisode, je reçois Amandine Urruti, artiste et illustratrice contemporaine dont l'univers étrange et envoûtant ne peut certainement pas vous laisser indifférent. Bonjour Amandine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Merci d'être là. Mais de rien. Ma première question, mon éternelle première question, c'est comment s'est passée la genèse de ton envie de faire de l'illustration ? Alors moi, j'ai grandi dans le Gers. Donc je ne sais pas si vous connaissez le Gers, mais c'est très ennuyeux en fait. De façon générale, il se passe assez peu de choses d'un point de vue culturel, tout ça. C'est la campagne. Il y a vraiment peu d'activités. Et donc quand j'étais petite, je faisais du poney. Mais en dehors du poney, finalement, je m'ennuyais beaucoup. Et moi, mon premier remède à l'ennui, ça a été le dessin. Et petit à petit, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Je me suis dit que je voulais faire ça dans la vie. En gros, je voulais être artiste-peintre au départ. Et ensuite, il y avait peu de livres à la maison. Mes parents n'étaient pas très branchés art visuel. Il y avait une affiche de Dali dans les toilettes et c'est à peu près tout. Et donc, mais par contre, il y avait beaucoup de flûte glaciale. Et donc, du coup, et notamment Edika. Donc, quand j'allais à la bibliothèque, je prenais des livres de peintres et je prenais aussi beaucoup de flûte glaciale. Donc, finalement, je me suis dit non, je vais devenir auteur de BD. Donc, je me suis mise à copier Edika, beaucoup. Et c'était assez honteux d'ailleurs. Et j'étais jeune. Et finalement, je me suis dit que j'allais faire des études d'art. Donc mes parents étaient OK. J'ai fait la fac et sur le papier, c'était pour devenir prof, puisque ça semblait être le plus sûr. Le moins risqué en tout cas, d'un point de vue de la survie. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps à l'université, un peu trop de temps. J'y suis arrivée assez jeune en fait. Et du coup, je suis partie en doctorat. J'ai fait 3 ans de doctorat. Et en fait, à la fin, j'ai laissé tomber parce que c'est là que j'ai eu mes premiers boulots en fait. D'illustration. Un doctorat de quoi ? Enfin, il y avait un thème de particulier. Philosophie de l'art. Ah oui. Voilà. Oui. Et finalement, ce qui est assez marrant, c'est que le sujet sur lequel je travaillais est pas si loin de ce que je peux faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, j'étudiais ce que j'appelais l'idéologie esthétique. En gros, comment est-ce que les arts majeurs se constituent en tant que tels contre les arts mineurs, en fait. Qu'est-ce qui constitue un art majeur et qu'est-ce qui constitue un art mineur ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fonde, en fait, d'un point de vue de la philosophie esthétique ? Qu'est-ce qui fonde cette hiérarchie-là ? Mais c'est vrai que devenir prof de fac, finalement, c'était compliqué. Il fallait faire beaucoup de concessions. C'est un peu comme jouer à risque, en fait, à l'université. C'est vraiment terrible. Il faut choisir son équipe. Il faut faire... bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça me plaisait pas. Et je me disais, je suis en train de perdre de vue ce que je voulais faire au départ. Il faut savoir qu'en parallèle, en fait, avant que je quitte la fac, j'avais un groupe de musique. Et donc, c'est ce groupe aussi qui m'a permis de me mettre un petit peu sur les rails, voilà. D'être prof d'art plastique. Justement, de quitter la fac, en fait. Voilà. Et là, pour revenir à ton thème de thèse sur l'art majeur et l'art mineur, tu l'as fini ta thèse ? Non, justement, je suis partie par la petite porte. En fait, on a le droit, à l'époque où on faisait des thèses en 20 ans et révolu, en fait, depuis quelques temps, parce que moi, déjà, ça remonte un petit peu. Et en fait, il fallait que j'étais en été à la phase où il fallait que je demande une dérogation pour faire une 4e année. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, j'en peux plus, ça m'ennuie. Je passais ma vie à la bibliothèque à lire des thèses sur microfiches, rétro-projetées dans une espèce de valise. Enfin, c'était ridicule. Et je dessinais plus. Je faisais de la photo aussi pas mal à l'époque de la fac. Enfin, si, je dessinais, mais pour faire les affiches de mon groupe. Et je dessinais plus, je produisais plus. En fait, je faisais que lire des livres un peu chiants, mais qui m'intéressaient. Mais finalement, j'avais perdu complètement de vue ce que je voulais, ce que j'aimais au départ, en fait. Et je me suis dit non, le moment de demander la dérogation, j'ai plus jamais répondu à personne, en fait. j'ai coupé le contact et je suis partie en sous-marin là pendant quelques jours, et le temps que tout le monde se dise d'accord, elle a disparu. Et voilà. Okay. C'est pas très glorieux. Non, mais tu as dû apprendre sûrement plein de choses sur la différence entre art majeur, art mineur, pourquoi machin. C'est une question que je pense beaucoup de gens doivent se poser. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'à l'époque, ce qui était amusant, c'est que moi, je le voyais vraiment par rapport à l'université, l'illustration. J'ai fait quand même une licence d'art appliqué, donc on faisait pas vraiment de l'illustration proprement parlée, c'était axé design, mais il fallait bien faire des planches, il fallait faire du dessin, il y avait quand même un rapport au dessin. Mais après, par rapport à l'aspect théorique, en fait, l'illustration n'était pas du tout prise en compte, et ceux qui avaient le malheur de faire soit du graffiti à l'époque, je pense à un collègue, soit des choses vraiment très illustratives, en fait, ils se faisaient vraiment rabrouer, quoi. Ils avaient des notes absolument catastrophiques, il fallait faire de l'art contemporain. Il fallait vraiment faire de l'art contemporain, et le référent, ça devait être l'art contemporain, point.
Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que le graffiti est de l'art contemporain, en vrai? Je pense qu'aujourd'hui, après, je pense qu'il y a des gens qui défendront que non, mais finalement, en tout cas, il a une place dans le marché de l'art contemporain, ça, c'est une certitude. De fait, dans le marché, oui. Et donc, après, c'est vrai que c'est toujours... Voilà, la problématique, c'est qu'est-ce qui vient justifier qu'une certaine forme d'art accède à une sorte de noblesse. C'est aussi qu'il y ait de la critique derrière, qu'il y ait des écrits, et ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est vrai que moi, à l'époque, finalement, ce dans quoi j'évolue aujourd'hui, c'était quelque chose que je connaissais pas, tout ce champ de l'illustration et tout ce truc très anglo-saxon du lowbrow et du pop surréalisme. Tout ça, je le connaissais pas parce qu'en fait, j'avais pas accès. Même en faisant tes recherches sur l'art majeur, art mineur, tu n'avais pas accès à ces informations sur le lowbrow qui date des années 80, 70 76 à peu près, en tout cas la terminologie. Non, parce qu'en fait, c'est marrant, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. En fait, c'était pas dans mon champ de vision, quoi. C'est comme si j'étais là avec ma petite par le trou de la serrure et je le voyais pas. En fait, moi, j'étais vraiment axée sur l'art contemporain qui détourne finalement les codes de la culture de masse. En gros, c'était un peu ça et vice versa. Mais pas dans cette forme d'art-là qu'on peut qualifier d'un peu outsider et finalement qui avait pas, et qui a peut-être toujours pas d'ailleurs, c'est lettres de noblesse, en tout cas pas à l'université. Mais ça a changé depuis, c'est ça qui est assez amusant. Il y a beaucoup d'étudiants maintenant qui se sont mis, parce que de temps en temps j'ai des demandes d'étudiants qui veulent faire un petit entretien ou qui me demandent s'ils peuvent publier un truc et qui font des recherches là-dessus, donc c'est bien, en fait ça évolue, quoi. Ils ont des profs peut-être un peu plus ouverts. Ce groupe de musique t'oriente vers autre chose que la fac. Et c'est comme ça que tu fais tes armes en illustration, sur des flyers, des affiches, etc. C'est ça ? Voilà, c'est ça. En fait, donc le groupe, c'était quand même assez marrant. Moi, j'étais une piètre chanteuse et tambouriniste. J'écrivais aussi un peu les paroles et tout. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant là-dedans, c'était déjà d'une part de se mettre vraiment, de se jeter à corps perdu dans une pratique artistique, même si c'était pas la mienne au départ et que j'étais pas très douée, faut quand même l'admettre. Mais il y avait une émulation aussi d'effets de groupe. Et puis, voilà, j'avais toute la liberté de créer l'identité visuelle d'un groupe. Et ce qui était quand même assez excitant. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'affiches. Après, on organisait des concerts. Donc, à l'époque, c'était à Toulouse. Moi, j'ai grandi à Toulouse. J'ai quitté le Gers et je suis allée à Toulouse. Et donc, après, on faisait des soirées. Donc, je faisais tout le visuel des soirées. Puis, on allait la nuit coller les affiches. Voilà, donc c'était assez amusant, quoi. Puis, c'est vrai que du coup, c'était des choses assez reconnaissables. C'était des espèces de bonhommes tout ronds, moins, plus minimaliste que maintenant. Mais il y avait quand même une certaine logique. Et du coup, le groupe m'a permis de faire, de construire ce truc-là. Et puis aussi, du coup, je me suis dit, c'était l'époque, les débuts des réseaux sociaux. Alors moi, j'ai pas eu Photolog, mais j'ai eu MySpace. Et donc, c'est vrai que, du coup, je me suis dit, à l'époque, je traficouillais un peu en faisant des sites internet de base. Donc, je m'étais fait mon petit site, j'avais fait le site du groupe, et puis j'avais mon MySpace où je mettais des choses. Et donc, finalement, ça a permis d'avoir un petit peu de T'avais ton MySpace et le MySpace du groupe. Ouais, alors. voilà, c'était ça. Deux choses différentes. Ouais, c'était deux choses différentes, ouais. Mais ils avaient la même tête puisque c'était les mêmes dessins. C'est pour ça que je pose la question. Ouais. Et du coup, on recoupait. Et tu as réussi à monter sur MySpace à ce moment-là ? Monter, c'est un bien grand mot, mais en fait, finalement, ce qui était amusant, c'est que les premières propositions de boulot sont quand même un peu nées de ça. Après, le truc, et ça, c'est vrai que c'était, un coup de chance, une rencontre. En fait, donc, le groupe, c'était une espèce de truc un peu boiteux, de chansons françaises, tendance un peu bossa nova sur les bords, mais un peu, bref. Et ça pouvait faire une espèce un peu ersatz de Philippe Catherine de l'époque, quoi, des premiers temps. Et finalement, lui s'est trouvé à écouter ce qu'on faisait et il nous a proposé de venir jouer un peu avec lui. Lui, Philippe Catherine. Ouais, voilà. Et donc, de fil en aiguille, donc c'était assez amusant. Donc, on a fait quelques dates avec lui. Et il y a notamment eu un moment qui était assez drôle. Et finalement, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée dans les loges avec lui à la Star Academy. Et Parce que tu présentais la Star Academy, toi Non, bien sûr que non. Non, mais je me suis retrouvée, en fait, parce que j'avais un copain qui jouait avec lui, en fait, qui l'avait embauché pour jouer. Donc moi, je me suis retrouvée à la Star Academy dans les loges et je m'ennuyais, en fait. J'avais fait un caprice pour aller à la Star Academy parce que je voulais à tout prix aller à la Star Academy. Voilà, c'était comme ça. Donc j'avais eu un bracelet pour rentrer, être dans les loges avec eux. Et en fait, je m'embêtais un peu pendant qu'ils faisaient les balances. Et puis ils remontent, et c'était l'époque où
il faisait, c'était toute la tournée en fait comme ça. Il n'avait pas de costume de scène à proprement parler. En fait, il se mettait en slip et il demandait à quelqu'un de le peindre en fait, de faire de la peinture, du body painting. En fait, c'est une habitude à chaque date de concert pour lui. C'est à l'époque sur cette tournée-là, c'était ça. Donc une fois c'était son manager, une fois c'était son bassiste, une fois c'était son batteur, une fois c'était je sais pas qui, un pote qui était là. Et donc là, ce coup-ci, ça a été moi. Donc je me suis retrouvée à le peindre. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ce truc-là qui était très anecdotique. Finalement, quand je l'ai mis sur mon MySpace, ça faisait, voilà, je crânais un peu avec ça parce que j'étais genre, j'ai peint une star de la chanson française à la Star Academy, quoi. Et après, il m'avait fait revenir pour le peindre à faire la couve des Un Rock. Il était à torse nu, donc j'avais peint, c'était il y a longtemps, ça, c'était en 2006. Et après, j'étais revenue le peindre pour le Zénith. Il avait fait le Zénith. T'étais devenue la peintre officielle de Philippe Catherine. J'étais pas la peintre officielle, mais je pense qu'en fait, il était vraiment dans une logique. Lui, sa carrière commençait à vraiment exploser. Nous, on connaissait sa musique d'avant, quoi, largement. Et c'est vrai que là, il était vraiment en phase super ascendante niveau succès. Et je pense qu'il avait vraiment cette logique de vouloir aider un peu les gens, en fait, qui croisaient et qui étaient un peu en galère potentiellement. Il se disait, bon, si tu fais ça, peut-être que voilà, déjà, ça te fera 3 ronds. Et puis après, peut-être, on sait jamais, tu vois, en tout cas, ça te fait un mini coup de projecteur qui vaut ce qu'il vaut, parce que les trucs, les peintures sur corps, c'était clairement pas la Chapelle Sixtine, hein, faut l'avouer. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, et via MySpace, donc évidemment, je mettais ces trucs-là, et en fait, ça m'a permis d'avoir une espèce de truc un peu différent, du genre, ah ouais, moi, je peins les fesses de ce type-là, quoi, des fois. Ça m'est arrivé, quoi. Et du coup, ça fait le buzz. Le buzz, c'est bien grand mot, mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que les premiers boulots ensuite que j'ai eus, c'était une des premières questions que me posaient les gens. Les gens me demandaient toujours, mais il est comment ? Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il se trimballe en slip et en col roulé le reste du temps ? Et je suis là, non, en fait, il est très normal, il est très gentil. Mais voilà, il y avait des espèces de trucs que ça avait éveillé une sorte de curiosité. De là à faire le buzz, c'est pas non plus, j'étais pas Michael Vendetta non plus, quoi. Michael Vendetta, dis donc, ça fait longtemps que j'en avais pas entendu parler. C'était l'occasion. Mais les gens venaient pas pour faire du body painting sur eux, pour te voir. Non, bien sûr. Non. Après, c'est vrai que du coup, quand il y avait le boulot que je présentais. Et en fait aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire. En fait, tout s'est passé un petit peu en même temps. Le groupe s'est cassé la gueule. Le groupe est mort. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, ça me prenait quand même beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps d'avoir un groupe de musique, mine de rien. Les répètes et tout ça, bon, bref. Et donc, une fois que le groupe est mort, j'ai quitté la fac. Et là, je me suis dit, bon, mets-toi à fond dans ce truc-là, dans le dessin, en fait, ton truc à toi. Donc, c'est vrai que là, du coup, voilà, j'ai un peu revu, j'ai refait bien mon site, j'ai refait bien mon MySpace de l'époque. Et c'est vrai que, les premières propositions sont arrivées assez vite, en fait. Donc, j'ai eu une première expo à Toulouse, puisque je suis de Toulouse, donc. Et ensuite, s'il y avait une expo à Paris aussi, une collective à l'époque, dans le 18e. Et puis mes premiers boulots d'illustration, c'était pour le Nouveau Casino, ici. Donc, ils faisaient des espèces de programmes mensuels. Et donc, j'en avais fait 3 d'affilée. Et puis, leur carte de vœux, je sais plus quelle année, d'il y a longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient enfin, ça existe peut-être toujours. Je sais pas comment c'est maintenant. Ouais. Ça faisait des espèces de posters, donc c'était assez marrant. En plus, il y avait vachement de place pour faire un truc. Puis c'était vraiment une image, quoi. Donc voilà. Donc du coup, ça a été les premiers trucs. Et ça a été les premiers trucs. Ça m'a permis d'avoir une petite visibilité sur Paris. Et finalement, les choses se sont enchaînées gentiment comme ça, quoi. Donc plutôt, tu as commencé à faire du travail de commande en même temps que faire des expositions. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait toujours ce rapport à l'affiche, en fait, qui est plus vraiment le cas maintenant. Après, c'est vrai que moi, faire des expositions, c'était vraiment ce que je préférais, quoi. La première expo, j'avais fait 60 dessins, une grosse installation, une peinture murale. Enfin voilà, quoi. La galerie était cool, elle était grande. Et donc aujourd'hui, après toutes ces années, parce que ça a commencé quand ? C'était en 2008 où tu as commencé à faire expo plus travail de commande. C'est ça. Petit à petit, tu t'es orienté vers de plus en plus d'expos, puisque visiblement, c'est ce qui te... Oui, et puis c'est vrai que moi je suis pas, il y en a qui sont très 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 polyvalents, très doués en illustration. Moi c'est vrai que l'illustration ça me va quand on me demande de faire du moins, quoi. Si on me demande de faire qu'est-ce que tu appelles du moins ? C'est-à-dire parce qu'il y a plutôt du plus dans tes dessins. Du moi-même, quoi. Du toi, d'accord. Du moi, ouais. Ouais, vraiment, si on me demande de faire, j'en sais rien, moi, une vue de New York avec je sais pas quoi, je vais être empêtrée, je saurais pas le faire en fait, ou je vais faire un truc pas terrible. Mais donc si j'ai une carte blanche, je suis ravie et je suis toujours contente de faire une affiche, une illustration, un truc de presse ou voilà. Et c'est vrai que petit à petit, après j'ai toujours fait un petit peu les deux parce que les expos au début c'était un peu compliqué. Enfin, ça a été long en fait pour arriver à sortir un peu la tête de l'eau aussi. En fait, quand j'ai commencé, je me suis dit bon allez, je bazarde de la fac et puis le groupe s'était bazardé tout seul, il s'était autodétruit donc du coup, je comptais pas là-dessus pour gagner ma vie de toute façon. Mais du coup, je me suis dit, voilà, maintenant, je me donne 1 an pour gagner ma vie. Et
Et au bout d'un an, je me suis dit, bon, bah, je vais me donner 10 ans plutôt. Parce que la première année, en fait, je me suis rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'essayer de gagner son RMI que de vraiment gagner sa vie, quoi. Voilà, de gagner de quoi survivre et que ça a duré longtemps comme ça, quoi. Finalement, c'était très progressif, quoi. Ça s'est fait progressivement, quoi, force de... Donc la transition entre plus d'expos, moins de commandes, etc., ça s'est fait sur le long terme depuis à peu près 10 ans, quoi. Voilà, ça s'est fait sur le long terme, c'est-à-dire que mais même encore aujourd'hui, c'est vrai qu'après... Voilà, tu fais encore de la commande aujourd'hui ? Je fais encore de la commande. Là, j'ai récemment je fais un peu de presse quand c'est chouette et que ça me fait plaisir. Là, j'ai fait un truc pour le New York Times parce que c'était le New York Times, quoi. Voilà, d'habitude. Ouais, j'ai vu pour les enfants. Ouais, voilà, pour Halloween. Bon, ça valait bien aussi. J'ai fait un truc pour Fluide aussi. Voilà, c'était une belle façon de boucler la boucle. Là, je pouvais pas leur refuser, quoi. Vraiment, quand le type de Fluide m'a appelé, j'étais là, oh là là. Je dis, ah, mais je lisais ça quand j'étais petite. Il me dit, oui, ben, comme tout le monde, en fait. Pardon. Mais en même temps, il t'appelle pour faire ce que tu sais faire, c'est-à-dire des illustrations qui te ressemblent toi et dans lesquelles il y a le plus de toi. Oui, bien sûr. Ah oui, là, en l'occurrence, c'est vrai que... C'est pas pour faire une vue de New York. Non, bien sûr. Là, c'est vrai que... Et finalement, ça se passe à chaque fois comme ça. Quand je dois faire une illustration, en général, même, j'avais fait un boulot de pub et c'est vrai que le mec, en fait, le directeur artistique, s'était vraiment penché sur mon boulot. Il avait déterminé 4 axes qui étaient effectivement présents dans ce que je faisais en me disant, bon, on va faire 3 types d'images. Et vraiment, il s'était penché sur le truc. Il avait réfléchi au truc en fonction de moi. C'était pas moi qui devais m'adapter, c'était lui qui s'était adapté, en fait. Donc, vu comme ça, là, moi, ça m'allait. C'est plutôt plaisant. Ouais. Donc, alors, on va parler un peu business, justement, pour toute cette vie d'artiste un peu fournie. Aujourd'hui, tu apparais dans beaucoup de magazines pop très en vue, comme le magazine Hey, qui fait des expos à Paris, High Fructose, IDN, qui est un magazine international, enfin qui sont des magazines internationaux. Donc on peut dire que tu es une véritable artiste contemporaine, mais comment est-ce qu'en réalité une artiste contemporaine vit aujourd'hui ? Est-ce que pour préparer une expo, il te faut bien 10 mois, au vu de ce que j'ai lu, surtout ta dernière expo en solo ? Ouais. Est-ce que pendant ces 10 mois, tu prévois, c'est un pari sur l'avenir, sur ce que tu vas gagner à l'expo, ou est-ce que la galerie t'achète toutes tes œuvres en amont et comme ça, tu peux vivre sur les 10 mois ? Alors... Là, par exemple, pour ce qui s'est passé cette année, donc effectivement, cette année et l'année d'avant, donc mars 2018, effectivement, j'ai fait mon plus gros solo show que j'ai jamais fait, puisque la galerie était quand même assez vaste, elle fait 200 mètres carrés. Chez Art Factory. Chez Art Factory, oui. Il y a, je sais pas combien de niveaux, il y a 4 niveaux. Fallait faire une installation, je voulais faire des grosses pièces, et encore j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, mais bon, ça allait, quoi. Il y avait quand même, c'était rempli. et c'est vrai que, déjà, je devais la faire en novembre, j'ai dû la reporter parce que je me suis rendu compte que j'y arriverais pas, parce qu'en gros, avant, c'était quand, je sais plus, en fait, j'ai passé, en tout cas, j'y suis restée en apnée pendant effectivement une dizaine de mois, mais vraiment en apnée complète. Et non, les galeristes ne m'achètent pas les pièces avant. Donc, en gros, je gagne ce que je gagne, quoi. Je gagne ce qu'on vend, quoi. Vraiment, c'est... 10 mois après, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, une fois que l'expo est en place. Donc, après, ce qui s'était passé, c'est que j'avais eu la chance de faire un boulot commercial bien payé qui, clairement, était fait pour me permettre de survivre longtemps. En tout cas, je savais déjà à l'époque, quand j'avais fait ce boulot-là, que je ferais cette expo, donc ça devait être novembre 2017, finalement c'était mars 2018, mais je savais déjà qu'il fallait que de toute façon je suis pas flambeuse, hein. Je pense qu'il vaut mieux pas être flambeur quand on fait ce métier-là, et donc j'économisais et je vivais toujours sur mon petit pécule que j'avais, et plus les autres expos qu'il y a pu y avoir aussi. C'est toujours un roulement. Il y a des pièces qui reviennent, il y a une partie des pièces qui sont revenues, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui étaient nouvelles, mais pendant tout ce temps-là, j'ai pas gagné 1 euro pendant 10 mois. Du tout, rien. Les gens me croyaient pas, je suis là, mais si. En fait, non, j'ai aucun revenu là, puisqu'il y a rien à vendre. Il y a aucune expo en cours. Je fais pas de multiples. Je fais pas de print, je fais pas de produits dérivés, je fais pas de t-shirts, j'en sais rien, de mugs, de porte-clés. On voit beaucoup d'artistes sur Instagram ou Facebook qui font ce genre de choses. Toi, t'as pas vraiment le temps d'organiser tout ça, quoi. Après, le truc, c'est que sur le principe, je pourrais, mais c'est vrai qu'après, c'est aussi une volonté. Moi, en tablant sur les boulots, la vente des boulots en galerie, je me dis que faire trop de multiples, ça peut aussi dévaloriser le travail original. Et moi, c'est vrai que c'est la vente d'originaux qui m'intéresse, et c'est là, c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Je trouve que vendre des prints, c'est personnel. Mais je trouve que vendre des prints très chers, il y a plein de gens qui le font, et grand bien leur face, mais
Ça me dérange en fait, moi. Pour moi, ça reste toujours de la photocopie, quoi. Ça m'embête, quoi. Un original, il y a du travail, il y a de la sueur, il y a vraiment, il y a quelque chose d'important qui se bat, mais bon, en tout cas, il y a vraiment eu du travail, quoi. Et c'est vrai qu'une photocopie, bon, voilà. Après, c'est pour la personne qui a le plaisir d'avoir une image de toi dans son salon, ou voilà. Bien sûr, mais à la rigueur, je préfère aller dans un truc et du coup, c'est ce qui avait fait que j'avais participé à un projet. Bon, c'était aussi pour l'argent, mais le boulot en question, c'était un boulot pour Ikea. Enfin, un boulot. En fait, Ikea avait fait une série de posters d'artistes. Et donc, on était, je sais plus, 12 illustrateurs, enfin, artistes, plasticiens, enfin, visuels, quoi. Et, dessin, pas de photos, parce qu'ils font aussi un truc avec la photo. Et donc, en gros, c'était ça. Et là, pour la peine, les posters étaient vendus dans le monde entier à 10 balles. Mais c'était pas signé, voilà, mais normal, mais il y en avait partout et ça coûtait que dalle. Et sur le principe, je préférais ça, en fait, quoi. Voilà, en fait, le principe de vendre un print à 300 balles. Non signé. Signé, si, ouais, quand même, à 300 balles, en général, bon, vaut mieux. Quoique, ouais, 300 balles. Mais voilà. Je préfère faire des trucs vraiment pas chers, une fois de temps en temps, quoi. Mais là, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, quoi. Donc, du coup, une fois tous les, je sais pas, 3 ans ou un truc comme ça, quoi. Ok. Voilà. Donc, nous, on pourra difficilement espérer avoir un petit encadré d'Amandine Urruti chez nous. Ben, après, je préfère faire des livres, en fait. Du coup, des livres, là, j'en ai fait 4 en tout. Et il y en a 3 qui étaient des bouquins, qui sont des bouquins monographiques. Et après, il y en a un qui était sorti chez Critère Édition. Donc, il y en a un qui était sorti chez Les Requins Marteaux à l'époque en 2011. Un autre chez United Dead Artists, qui est tenu par Stéphane Blanquet, qui est un artiste aussi parisien, en 2014. Bon, celui-là est épuisé. Et après, il y a eu Critère Édition, qui ont sorti un petit bouquin aussi. Bon, c'est dans une collection accès graffiti, tout ça. Bon, voilà. Et après, on a fait un bouquin à l'occasion de l'expo. Et donc là, c'est pareil, c'est des bouquins qui coûtent pas cher. En gros, le bouquin, là, il coûte 20 €. Je préfère vendre un livre, en fait, moi, que, voilà. Quitte à faire un truc, je trouve ça plus plaisant. Voilà. Quitte à ce que les gens en fassent des photocopies, les agrandissent et les accrochent chez eux, quoi. Non, mais si 2014, on avait fait un poster, j'aimais bien l'idée, en fait, comme dans Cheval Magazine, un peu. Ah oui. J'aimais bien. Quand tu fixes le prix d'une œuvre, est-ce que tu le fais en fonction du temps que tu passes dessus, d'une cote que tu peux avoir dans le marché, parce que tu es quand même sur un marché de l'art, finalement? Ou comment ça se passe? En fait, ça se passe au fil du temps. C'est-à-dire qu'au départ, je me rappelle plus, je l'avais gardé, ma première feuille de prix de ma première expo d'il y a 10 ans. Et le truc, c'est qu'en général, ce qu'on dit, c'est que les prix augmentent d'environ 20% par an. En gros, c'est à peu près ça. Sachant que c'est pas mathématique et c'est aussi en fonction des galeristes, en fait. C'est des choses qui sont... Donc, il y a 2 choses, en fait. Soit la cote est établie par un passage en vente aux enchères, auquel cas, c'est radical, et c'est-à-dire que la cote, c'est ce qui s'est passé aux enchères, en bien ou en mal aussi. Sachant que, sur le principe, le prix ne peut pas redescendre. Voilà. Enfin, mettre en galerie moins cher que 2 ans avant, les gens vont se dire non mais ça fait un peu de l'arnaque, quoi. Donc voilà, donc il y a ça. Bon, la cote en vente aux enchères, ça c'est encore autre chose, mais effectivement c'est ce qui établit le prix. Et s'il n'y a pas de cote à proprement parler en vente aux enchères, ça va plus être une discussion avec les galeristes. À dire, ça fait tant de temps, entre-temps, t'as fait ci et ça, de choses plus ou moins, d'avoir eu des parutions, d'avoir eu des expos dans des galeries qui sont un peu connues, voilà, qui font bien sur le CV. Donc, effectivement, partant de ce principe-là, on va dire que on va augmenter de temps. Mais finalement, oui, c'est aussi lié au temps passé, mais finalement, il y a une espèce de logique un peu homothétique par rapport au format, en fait, surtout, quoi. Voilà. Plus tu fais des grands formats, voilà, plus c'est cher. Ouais, plus c'est cher. Mais à la fois, c'est relativement, proportionnel, quoi. C'est plus le galeriste, en fait, qui sait à peu près où tu peux te situer, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le galeriste va aussi évaluer ça en fonction de sa propre clientèle, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens, il sait qu'il y a des gens qui suivent, il sait qu'il y a des gens, en gros, quand les choses se vendent, finalement, on va rester sur les mêmes prix, quoi. Voilà, enfin, on va pas péter les plombs et multiplier par 5, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, les choses augmentent, mais de façon raisonnée, quoi. Voilà. Il y avait un documentaire de Banksy sur le marché de l'art, ça, on voyait quelqu'un qui s'était dit à un moment donné, tiens, je vais devenir artiste, et c'est lui qui fixait ses prix. Et du coup, quand on n'est pas dans le milieu du marché de l'art et qu'on voit ça, on se dit, mais attends, mais il est complètement délirant de faire un truc pareil. Et du coup, on peut se demander si c'est ça la réalité du marché de l'art ou pas. Sur le principe, il se dit qu'il y a des artistes qui font artificiellement monter leur cote, avec ou sans un galeriste derrière, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont s'auto-acheter des œuvres en vente aux enchères pour dire, regarde, ma cote, finalement, c'est tant.
Voilà, donc ça sera, Ouais. au départ, c'était 3 000, finalement, ça sera 30 000 parce que ce truc-là est sorti à 30 000 en vente aux enchères. Donc, du coup, ma cote maintenant, c'est 30 000. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas trop le nez là-dedans. Et voilà, je suis dans ce truc quand même assez, comment dire, certes, c'est pas donné, mais c'est pas délirant non plus. Ça reste du dessin aussi. C'est vrai qu'il y a aussi ce rapport-là. Finalement, le prix, ça c'est depuis toujours, hein, le dessin est moins cher que la peinture. Voilà, c'est comme ça. Même Parce que c'est fait au crayon et que c'est pas fait à la peinture. Ça, on en rejoint ce truc voilà, du majeur et du mineur. Finalement, le dessin est reste toujours mineur, quoi. Le dessin a toujours, garde toujours cette espèce d'étiquette de pratique préparatoire, en fait, quoi. C'est pas la pratique en soi, c'est toujours censé être l'avant-peinture, en fait. Même s'il y a beaucoup de gens qui font que du dessin et qu'il y a un vrai marché du dessin contemporain. Ouais. Voilà. Mais, depuis plusieurs années, il y a un salon du dessin contemporain qui s'appelle Drawing Now. Ouais. Qui fait émerger le dessin en tant qu'œuvre majeure, j'ai l'impression. Non Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'en attendant, au niveau des prix, je vais pas dire faire de généralité, j'ai pas fait une étude statistique, mais le fait est, c'est qu'en général, la peinture est quand même toujours plus chère, même si les dessins, par exemple, à Drawing Now, il y a des trucs absolument magnifiques, mais qui sont pas donnés, hein, mais je pense qu'en peinture, ça se vendrait encore plus cher, en fait. Il y a aussi le fait du papier. Le papier, c'est pas, il y a une espèce de côté un peu fragile, un ensemble, quoi, de choses qui fait que, voilà. Fermons cette parenthèse business et parlons un peu de toi. Est-ce que tu as un artiste fondateur qui t'a donné envie de faire ce métier ? Ouais, Edika. Edika, voilà. Non, Edika. C'était la deuxième invitée qui me dit ça. C'est pas vrai. Ouais, la dernière était... la dernière. C'est vrai. 21e. Mais Edika, parce que ça me faisait tellement rire, je trouvais ça tellement dingue. Après, quand j'étais petite, effectivement, il y avait cette fameuse affiche de Magritte, justement pas de Magritte, de Dali dans les toilettes qui me fascinait pas mal. Et il y avait un livre aussi. Et après, c'est vrai que j'ai découvert Magritte et j'étais complètement fan de Magritte. Et plus tard, j'ai découvert Bosch et Bruegel, et après Bazooka aussi. J'ai découvert Bazooka hyper tôt. En fait, à la bibliothèque, donc dans le Gers, à Auch, il n'y avait pas beaucoup de livres. Et il y avait ce bouquin de Bazooka qui était hyper violent en plus, quoi. Vraiment, c'était marrant. Donc, je me rappelais de ça. Puis les feuilles se barraient, et donc je piquais des feuilles, comme ça, j'entrais avec des feuilles à la maison. Bon, bref. Donc, ça. Et après, je pense Magritte. J'ai fait des ersatz de trucs, des espèces de copies un peu pourries au tout début, là, avant de postuler pour rentrer à la fac et tout. Ouais. Et c'est tout ça qu'on retrouve donc dans tes œuvres. Ouais. Surtout du Jérôme Bosch, du Bruegel, des choses. Ouais. Ça mêle un peu tous les courants artistiques, plus ou moins populaires, parce que je crois que Jérôme Bosch à son époque était plutôt considéré comme un artiste populaire, non ? Je sais pas. Maintenant, il est rentré dans les arts majeurs, mais le fait de dessiner des petites choses à droite à gauche sur des tableaux, voilà. Peut-être je suis pas un professionnel de l'art de l'époque, donc je peux pas dire. Mais... Il y avait toujours un côté plus populaire forcément à l'époque, puisque la peinture était quand même censée, les gens savaient pas lire, donc c'était quand même censé éduquer aussi les gens, quoi. Voilà, à partir de la Bible et compagnie, quoi. Donc forcément, il y avait ce rapport. C'est effectivement pas le même rapport que les gens peuvent avoir maintenant en regardant une toile de, de Saïd Twombly ou voilà. Ouais. Donc forcément. Bien sûr. On parlait tout à l'heure de ta plus grande exposition en solo show chez Art Factory. Tu l'as appelée The Party. Et alors, on voit une pléthore de petits personnages, tous plus bizarres les uns que les autres. Est-ce que tu peux nous parler de l'univers que tu as mis en place dans cette exposition ? Après, l'univers qui était mis en place dans cette exposition, finalement, c'était la poursuite logique de ce que j'ai pu faire au fil du temps. Et c'est vrai qu'au fil du temps, il y en a qui vont vers le minimalisme. Alors, du coup, moi, non. Et j'ai eu plutôt tendance, depuis le début, en fait, à remplir de plus en plus. Et voilà, parce que j'ai toujours peur du vide. Même quand un dessin est terminé, qu'il y a un peu trop de vide dans un endroit, ça me pose beaucoup de problèmes. Et donc, effectivement, c'était une sorte de grande bacchanale où, voilà, je m'étais dit, je voulais faire quelque chose de l'ordre du carnaval. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc, ce côté foisonnant, de foule, masqué, costumé, voilà, avec une espèce de logique, avec, quelques petits clins d'œil à cette logique du carnaval lui-même où le monde se retourne, où en fait, où le servant prend la place du maître et l'homme celui de la femme, etc. Et le chien celui du maître, etc. Et c'est vrai que je voulais quelque chose de... Bon, je fais plus que du noir et blanc, j'ai fait de la couleur pendant un moment, mais je fais plus du noir et blanc maintenant, et je voulais qu'il y ait quelque chose qui reste quand même dans la logique de ce que j'aime faire, c'est-à-dire festif,
mais à la fois un peu macabre en fait, quoi. Donc du coup, d'où le côté voilà de danse et de bonhomme qui saute partout et à la fois en étant toujours en noir et blanc avec des personnages quand même assez figés pour beaucoup, avec des yeux dans le vide et voilà. Et le comment dire le point en tout cas, la conclusion de l'expo était dans le sous-sol où j'ai fait une installation et donc avec un cercueil qu'on avait trouvé sur le Bon Coin. Et oui, parce que ça arrive. C'est un cercueil d'occasion. C'est pas un mythe. Donc on avait trouvé un cercueil d'occasion sur le Bon Coin et on l'avait rempli. Ça c'est vrai que c'était un truc, en fait j'avais fait une expo au lieu unique en 2013 et je l'avais fait en miniature, j'avais fait un petit cercueil tout petit, rempli de confettis, et derrière il y avait une espèce de palissade où j'avais pyrogravé plein de saloperies et il y avait marqué Big Bisou de l'au-delà, parce qu'en fait Big Bisou de l'au-delà, en fait tout est un peu parti de ça, donc il faut remonter encore plus loin, c'est-à-dire que tout est parti du jour où Carlos est mort et j'étais déjà lectrice du Nouveau Détective Alors tu dis déjà lectrice, donc enfin t'es abonnée au journal Nouveau Détective qui est un journal qui parle d'assassinats, de meurtres et de choses divers, faits divers. Voilà, ouais. Et donc j'étais déjà lectrice du Nouveau Détective. Et quand Carlos est mort, ils ont fait une couverture. Il y avait une grande photo de Carlos, un souriant Carlos, les bras ouverts, avec marqué Big Bisou de l'au-delà. Et je me suis dit, ils sont dingues. Ce truc est incroyable, quoi, vraiment. Donc du coup, ce truc-là était resté. Finalement, il s'était retrouvé pyrogravé sur une palissade avec le petit cercueil. Et je m'étais dit, en faisant Dog the Party, que je voulais refaire ce truc du cercueil de fête, mais en grand, quoi, en taille humaine. Donc effectivement, on avait un cercueil d'1,95 m, donc qui était placé dans le sous-sol de la galerie. On avait baissé les lumières avec une espèce d'ampoule qui tourne là, un peu sur la disco. Des restes de fête, des ballons, des confettis partout, un peu dégueulasse. Et le truc était posé sur une espèce de monticule de gazon avec le garçon qui travaille à la galerie qui s'appelle Soren, qui fait aussi de la musique, qui avait fait un détournement du morceau de Claudine Longer qu'elle chante dans The Party, donc de Blake Edwards, dans le film. Ouais, Nothing to lose. Et donc du coup, qui était de la bossa nova aussi d'ailleurs. Et donc il l'avait détourné en le dépitchant un peu, qui faisait comme ça. Donc ça donnait une espèce de côté un peu bizarre. Et donc en fait, The Party, en fait, c'est une danse, mais dans l'au-delà. Ouais. Et le cercueil, c'est une espèce de porte d'entrée vers cet univers. Oui, c'est la porte de sortie plutôt. La porte de sortie. Ouais, ça dépend de quel côté on se trouve, en fait. Exactement. Mais peut-être un peu des deux. En tout cas, c'est moi qui avais un point de passage dans la cave, effectivement. Mais voilà, et la logique, c'était un petit peu rayons un peu en attendant la mort, quoi, quelque part. Il y avait quelque chose de ça. Mais après, il y avait d'autres gens qui l'interprétaient genre la fête qui tourne mal, ou voilà. Après, c'était ouvert à chacun se l'approprier à sa sauce. Et je m'attendais à ce que les gens trouvent ça affreusement glauque. Et finalement, non, en fait, on m'en a parlé plutôt en bien. En fait, quand on voit tes dessins, on perçoit pas tout de suite qu'il y ait quand même des personnages plus ou moins glauques dedans. Et on se sent surtout happé, en règle générale, par un personnage central qui nous regarde. Toujours quelqu'un qui nous regarde. Et on se dit, mais pourquoi il nous regarde? Et du coup, le reste est plus flou. Parce que en crayon, tu n'utilises pas de flou. Donc le point de focus quand tu arrives sur un dessin, c'est pratiquement toujours quelqu'un qui te regarde. Ouais, c'est vrai, un peu comme ces tableaux qui te regardent, tu sais, dans les... Genre la Joconde, mais avec un espèce de truc hyper foisonnant autour. Dans les dessins animés, tu sais, avec le tableau qui te suit du regard, dans les films d'horreur, où tu vois ce genre de truc. Mais oui, c'est vrai qu'il y a souvent un personnage qui fixe. Effectivement, c'est une façon, c'est vrai que c'est une façon de choper le regard, en fait, quelque part, et à la fois, c'est une espèce de truc assez insistant. Comme pour dire, regarde pas autour parce que ça va te faire du mal, quoi. Et autour, c'est effectivement, il y en a dans tous les sens. Mais c'est vrai que les personnages centraux sont souvent comme une sorte de monument, en fait, quoi. C'est des monuments posés au milieu d'une espèce de ville, en fait, quoi, où il se passe des tonnes de choses, mais finalement, eux sont là, plantés, très figés, et effectivement, l'idée étant, d'attraper le regard, et de poser quelque chose d'un peu, de l'ordre de la statue, ou une espèce de côté un peu photographie victorienne, post-mortem, bizarre, voilà. Et souvent, ce personnage principal qui nous regarde, c'est une fille avec un nez de chien. Oui. Est-ce que ça correspond à quelqu'un, à quelque chose, Alors la fille avec le nez de chien, c'est vrai que... Bon, il y a des petits garçons aussi, mais c'est vrai qu'il y a des petits garçons, des petites filles. Mais les petits garçons aussi. Ouais. Mais parce que justement, quand j'ai commencé, en fait, c'est vrai que je faisais des espèces de personnages féminins. Ouais. Il y avait des personnages masculins aussi, mais bon, bref.
il y a quand même beaucoup plus de personnages féminins qui ressemblaient un peu à des poupées de chiffon, quoi, qui étaient très minimalistes, qui avaient pas de nez, pas de bouche, pas de main, rien, quoi, comme vraiment des poupées fabriquées un peu à la va-vite. Et finalement, la façon que j'ai trouvée pour les faire évoluer, ça a été de les masquer, ça a été de les costumer, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'elles avaient pas vraiment des mains, elles avaient des gants. Elles avaient pas vraiment un nez, elles avaient une truffe, en fait, qui était un truc avec un élastique et tout, voilà, quoi. Ou genre une sorte de perruque. Et c'est vrai que c'est toujours passé par le costume, en fait. Le costume, c'était aussi une façon... j'ai toujours plus de mal à dessiner des personnages pas costumés. En fait, ça me perturbe vachement. Je suis vachement embêtée par le nez, en fait, c'est vraiment quelque chose... Et ça date pas d'hier, en plus. Ça date même de mes cours de dessin académique. J'ai toujours le souvenir. On nous faisait reprendre fallait dessiner des statues. Genre Michel-Ange, je sais pas quoi. Voilà, on partait d'une photo, d'une statue de Michel-Ange. Je me rappelle, c'était l'esclave mourant. Et donc, je fais les muscles, le corps, voilà. Il fallait bosser les dégradés, des muscles et tout. Et là, je m'attaque au visage. Et je m'attaque au visage, les yeux, ça va à peu près. Et là, je commence à m'attaquer au nez et je fais une espèce de patate. Mais un truc, une cata, quoi. Vraiment, une patate. Je gomme, je refais une patate. Je regomme, je refais une patate. Je regomme, je fais un trou. Je fais un trou. Et finalement, je suis là, oh là, mais il faut que je rende mon dessin. On était noté, quoi. Il faut que je rende mon dessin. Donc, du coup, je refais le visage péniblement à côté. Et c'est vrai que le nez, avec une patate à la place du nez, et c'est vrai que le nez, du coup, est toujours resté quelque chose, voilà, de problématique. Et c'est vrai que le masque, c'était une façon aussi et de détourner, pas juste de faire du dessin pour du dessin. Maintenant que je fais des choses plus réalistes, c'est vrai que j'aime bien aussi, voilà, détourner un petit peu le truc et pas être juste dans quelque chose de naturel, en fait, quoi. Voilà, j'aime bien la déformation, j'aime bien la métamorphose, en fait, de façon générale, quoi. Il y a une vraie passion pour ça au départ, quoi. Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Ouais, même quand je jouais avec mes poupées, je leur rajoutais des trucs, ou je faisais intervenir des personnages que je découpais en papier, des nains, des trucs, voilà, quoi, que je dessinais. J'aimais bien le difforme. Une passion pour les frics aussi, de façon générale, la foire. Ouais, c'est ça, il y avait un journal Frix qui date des débuts 20e siècle, où on a vraiment... Enfin, c'est un peu le même univers. Ouais, quoi. ouais, le côté, voilà, le monstre de foire, Barnum et compagnie. C'est vrai que même mes premiers dessins, ils étaient vachement inspirés de ça. L'homme-chien, la femme à 3 jambes, voilà. Il y avait toujours un espèce de côté, toujours un côté hybride, en fait, quoi, entre l'animal, enfin, le monstre, l'animal. Dans tes dessins, qui sont foisonnants et qui fourmillent de détails un peu partout, on peut se raconter des milliers d'histoires différentes. Enfin, je pense que ça dépend de chacun de nous. Mais est-ce que toi, quand tu construis le dessin et que tu composes ton image, est-ce que tu sais exactement ce que tu vas raconter ou tout se met en place petit à petit ? Il y a deux choses, en fait. Comment dire ? Par exemple, les grands personnages vont être vraiment construits en amont. Ils vont être placés, je sais où ils vont être. Enfin, voilà. Mais tu sais ce que tu racontes quand tu places tout ça ? En général, j'ai une thématique, en fait. Je vais me dire, tiens, je vais faire un truc qui va aller dans ce sens-là, en gros, quoi. Il va y avoir quand même un sens, une direction, quoi. Et c'est vrai qu'après, finalement, les petits détails vont s'agréger, les petits détails vont être plus improvisés et vont s'agréger aussi au fil de ce qui peut se passer dans ma vie, quoi. Où j'ai lu tel truc, où j'ai entendu telle chose, où il s'est passé ci ou ça, et finalement, ça va être des sortes de blagues. Enfin, pas que de blagues ou de références, en tout cas, que personne ne saisit, ou rarement, quoi. C'est private joke, quoi. Ouais, un peu, mais pour moi-même, hein, en général. Mais si on très demande... private, quoi. Ouais, carrément. Ultimate joke. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai que, voilà, par exemple, où j'ai lu tel truc, et je me dis, mais du coup, je vais le symboliser en me disant, ça va être ça. Donc voilà, par exemple, une histoire de gourou... Bref, une histoire de gourou banane. Et voilà. Et donc, du coup, je faisais une banane qui lévite, en fait. C'est un copain qui s'appelle Paco Tielman, qui est écrivain. Et bref, qu'on accusait souvent d'être un gourou et qui disait, si je dois être un gourou, je serais un gourou banane. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, un gourou banane. En fait, ça venait d'une chanson. Et du coup, je me suis dit, je vais faire des bananes qui lévitent, en fait. Ou des bananes avec des gens qui viennent comme ça, la prendre en photo avec une banane qui lévite comme ça au-dessus d'un rocher. Bref, ce genre de choses, en fait, quoi. Voilà. Donc ça peut durer longtemps. La banane peut revenir pendant des plombes ou pas. Il y a la saucisse aussi, par exemple, qui est quand même une star, c'est importante, quoi. Assez petite, elle a jamais le premier rôle, mais elle est quand même toujours très présente. La saucisse, elle est présente depuis 10 ans, parce que depuis 10 ans, c'est en fait, c'est l'objet d'un gag, quoi. Voilà,
c'est mon Ok, donc chaque collègue, petit élément correspond à une vérité, quoi. Ouais, il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours une petite histoire ou voilà une petite anecdote ou le truc qui me fatigue en ce moment ou qui me fait plaisir ou j'en sais rien, quoi. Il va y avoir toujours un rapport assez intime, quoi, finalement, ou de l'ordre du souvenir ou voilà plein de choses. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment, il n'y a pas un côté absolument, il y a un côté aléatoire, mais finalement un peu de la même façon quand on se rappelle de ses rêves et qu'on se dit mais ça doit vouloir dire ça, finalement ça peut faire sens par rapport à tel truc. Il y a un côté un peu comme ça, quoi. Finalement, c'est une façon de s'ouvrir. Je sais pas, c'est de l'inconscient ou j'en sais rien. En tout cas, côté effectivement d'écriture automatique, enfin de dessin un peu automatique, mais qui finalement va faire sens à la relecture, en tout cas, quoi. Bah, chaque illustration est un peu un rêve, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que je rêve assez peu. Voilà. Ah, tu rêves éveillé, alors. Moi, je sais pas, en tout cas, je me rappelle pas de mes rêves, quoi. Je note pas mes rêves, voilà. Et en plus, j'ai lu que tu faisais tous tes dessins dans ton lit. Ouais. Voilà. Tout est lié, quoi. Ouais, complètement. Donc, tes illustrations sont toutes des histoires en elles-mêmes, sont des histoires foisonnantes. Est-ce que tu as pensé à utiliser un autre moyen de narration pour raconter tes histoires, genre l'écriture, le film, la bande dessinée? Alors, la bande dessinée, on me l'avait proposée il y a longtemps. Il y a 10 ans. Et le problème, c'est qu'il y a vraiment un rapport à la narration, au découpage, à la scénarisation que clairement, je maîtrise pas. Et en plus, quand on me l'avait proposé, c'était l'époque, donc c'était avec Les Requins Marteaux. Et c'était il y a longtemps. Et c'était l'époque où ils avaient sorti le Pinocchio de Vincelus, qui avait eu le Grand Prix à Angoulême et tout, qui est un album incroyable et vraiment qui m'avait vraiment épaté et vachement marqué. Et lui, il a innové justement, il a utilisé des moyens de narration qui existaient déjà, mais pour en faire complètement autre chose. Et ce truc, cet album, il est vraiment fantastique. Et donc, ce truc-là sort, et je le lis, et puis après, je me dis, oh là là, mais j'y arriverai jamais, en fait. Bien sûr que j'allais pas faire un truc de son niveau, mais même ça m'avait un peu découragée, parce que je me disais, je vais faire une bouse. Et en plus, je trouvais que je dessinais pas terrible, quoi. À l'époque, c'était un peu, je pense qu'au fil du temps, j'ai quand même fait quelques progrès, mais je trouvais que c'était un peu poussif à l'époque. En tout cas, je me sentais pas le truc. Ça m'avait, donc voilà. Et après, j'aimerais bien, peut-être un jour faire de l'animation, l'écriture. Faire de l'animation, raconter quelque chose en animation. Ouais, ça j'aimerais bien, ou faire un truc, j'en sais rien, moi, du jeu vidéo, quelque chose d'animé en tout cas. C'est vrai que le côté, voilà, la BD, je trouve ça un peu trop contraignant, quoi, sur le principe. Trop statique. Et c'est marrant, tu portes un t-shirt de ton port de Planète Sauvage. Et c'est vrai que, par exemple, faire ça, tu vois, ça serait le rêve. Bon, je le ferai jamais, mais voilà, faire quelque chose comme ça, ce serait incroyable. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment un grand film d'animation, quoi. Ce Topor, c'est le seul dessin animé qu'il ait fait, il me semble. Je pense, en tout cas, c'est le seul que je connaisse. Des petites boucles, des trucs, ouais. Mais jamais de long métrage comme ça. Ouais. Quoi. Alors, justement, en parlant de ton style graphique, est-ce que tu saurais dire comment il t'est venu ? Il est venu au fil du temps. Il y a eu le point de départ. En fait, le point le plus loin que je me rappelle, c'était à la fac. Donc, on revient à la fac. Et à l'époque, on s'embêtait un peu à l'occasion dans les cours magistraux. Et donc, on s'amusait. Et c'était à l'époque, c'était les débuts des Pokémon. Et donc, du coup, on dessinait dans les marges. Et le grand truc, en fait, qu'on avait lancé, je pense que c'est moi qui avais commencé à le faire, c'est faire des Pokébits. Donc, c'est des Pokémon avec des bits. Super. Et donc voilà. Et donc on dessinait ça. Enfin, je dessinais ça, donc je faisais ça partout là, sur les cours là, les gens, les biens et tout ça. Et donc ce côté un peu naïf, qui au départ même avait été inspiré par les dessins. Je sais pas de qui d'ailleurs. Je me demande si ce sont pas de Tom York qui avait dans le livret d'Amnésiaque alors. Je sais plus, il y avait un album de Radiohead qui était sorti avec un livret rouge, et il y avait des espèces de dessins un peu zarbi dedans, et je pense que la référence de tout début, c'était ça. Il y a eu les Pokébits. Parce que Amnésiaque n'a rien à voir. Enfin, le style graphique d'Amnésiaque, si je me souviens bien, c'était un truc rouge et noir là. Ouais, c'est ça. Et avec des espèces de dessins assez. Il y avait une espèce de bonhomme comme ça, tout rond, et qui était un peu agressif, quoi. Voilà. Mais au départ, les Pokémon, ils étaient un peu comme ça, quoi. Et puis finalement, petit à petit, voilà, ça a évolué, ça s'est cliné, et c'est vrai qu'après donc, il y a eu ce côté costume. Et finalement, l'aspect que les dessins ont aujourd'hui est quand même aussi lié au fait que après, donc en 2012, après 2012-2013, je me suis dit, bon, je faisais beaucoup de couleurs. Voilà, les choses n'avaient pas vraiment exactement cette allure-là. Il y avait une constante, mais... Et je me suis dit, bon, il faut que tu revoies un petit peu, tu revois un petit peu ce que tu fais, que tu ailles dans une autre direction, en tout cas quelque chose qui te plaît, quoi. En tout cas, l'idée, c'était de construire quelque chose qui pouvait condenser tout ce qui me plaisait.
Et moi, c'est vrai que je suis très fan, voilà, de choses assez sombres, de films d'horreur, voilà. Et depuis toujours, j'ai grandi là-dedans. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, on va partir là-dedans. En fait, on va réorienter un petit peu les choses. On va laisser le fluo de côté. Et c'était très fluo à l'époque. Et on va réorienter vers cette direction-là, quoi. Mais tes personnages étaient déjà du genre des animaux, Ouais, carrément. des chiens, enfin avec le nez, on le retrouve sur tes premières illustrations. Carrément. Et des choses Mais comme ça. après, j'ai aussi eu une Après, c'est envie. plutôt l'ambiance générale, quoi. C'est l'ambiance générale, et l'ambiance générale, elle passait aussi par la technique, en fait. Moi, c'est vrai que quand j'étais à la fac, j'aimais beaucoup, voilà, j'ai toujours aimé le dessin, la peinture m'a toujours un peu ennuyée. J'étais assez maladroite, c'est sale, c'est un peu, voilà. Et donc, je suis revenue un peu justement aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'était le dessin académique, en fait, finalement. C'était quelque chose de l'ordre, il fallait réintégrer la technique à proprement parler. Pour la réintégrer, ça passait par l'usage du noir et blanc, pour moi, en tout cas. Et le fait de réintégrer une dimension plus technique, plus réaliste, en fait, même si c'est pas de l'hyper-réalisme, mais plus réaliste, en tout cas, ça changeait forcément le ton aussi. Ça changeait l'aspect des choses, et ça pouvait donner un côté plus, voilà, différent, en tout cas, quoi. Voilà. Plus étrange, parce que Ouais. c'est des personnages qui n'existent pas dans des univers. Enfin, c'est... Voilà, c'est plus, effectivement, plus onirique, en fait, ou cauchemardesque, voilà, selon, mais en tout cas, quelque chose, de moins pop, quelque part, peut-être un peu. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas bien pouvoir faire après ? Ben non, je sais pas trop. Alors là, c'est marrant parce que pour aller encore plus dans le côté académique, là, il y avait un dessin que j'avais fait pour la dernière expo dont on m'a beaucoup parlé. Puis c'est vrai qu'il se détachait un peu des autres. Et je m'étais trouvée à faire une odalisque. Donc là, pour la peine, on revenait vraiment aux sources. Et du coup, je me suis pas mal amusée à ça. Donc je me suis dit, peut-être que je pourrais travailler. Mais alors du coup, c'est vrai que ça ferait laisser les enfants un peu de côté, et voilà, mais repartir sur quelque chose d'autre, travailler sur le nu, ça pourrait être assez chouette. Après, j'avais envie de faire aussi, quitte à être dans quelque chose de plus réaliste, j'avais envie de travailler sur le portrait de gens qu'on reconnaît. Donc je voulais faire des portraits de mon entourage, en fait, quoi. Voilà, donc ça, c'est vrai que j'aimerais bien faire ça. En hyper-réalisme, avec des nez... Hyper réaliste, ouais. réaliste en tout cas. À ta manière, quoi. À ma manière, quoi. Et voilà, avec des nez, avec des trucs. Et j'avais envie de faire une grande série, une espèce de truc, une espèce de galerie de portraits. Ça, j'avais bien envie de faire ça. Parce que je m'étais exercée sur moi, et je m'étais dit, bon, ça va, ça passe, on me reconnaît. Donc du coup, j'avais envie de m'exercer sur les autres, un peu. Mais t'as fait un autoportrait de toi, mais il y a quand même le... Ouais, il y a le nez. Ouais, toujours. Ouais. Toujours. Ouais. Alors, en parlant de ton avenir, mais beaucoup plus lointain, est-ce que tu as des envies ultimes sur ton œuvre en général ? Mon envie ultime, je crois que ce serait de pouvoir faire et vivre, vendre que des énormes dessins, en fait. Parce que c'est vraiment tellement de plaisir de les faire. C'est l'enfer, quoi. C'est un calvaire, mais à la fois, quand c'est fini, c'est tellement, tellement jouissif. C'est incroyable. Voilà, donc tu voudrais faire des toiles de plus en plus grandes. Ah ouais, j'aimerais faire Là, du coup, pour l'expo, je m'étais trouvée à faire donc le plus grand. C'est le plus grand que j'ai jamais fait, oui. Quelque chose de 3 mètres, un truc de 3 mètres sur 1 mètre. Et c'était génial. Je dis pas que le dessin était génial, mais en tout cas, à faire, c'était fantastique. Voilà, puis vraiment, le moment final, il était en 3 parties. Le moment final où je me retrouve à déboîter, à agrandir, mettre les rallonges sur la table du salon pour enfin le voir en entier, debout sur une chaise, parce que c'était compliqué, je pouvais pas l'accrocher au mur et tout. Et c'était vraiment un plaisir pas possible, quand même. Pareil, après, quand il était encadré, voilà. Donc c'est vrai que du grand, ce serait mon rêve. Mais tu fais aussi du street art depuis quelques années maintenant. Ouais. Donc des grandes murales, je sais pas comment, des grands muraux, des grands murales, qui font plusieurs mètres de haut. Ça, c'est quelque chose que tu affectionnes aussi de la même manière, ou c'est différent? Le problème du mur, c'est qu'il faut passer par la peinture. Et la peinture, ça m'amuse quand même beaucoup moins. Alors le mur, c'est vrai qu'actuellement, je me dis, j'ai un dilemme un peu par rapport à ça. J'aimerais que les choses collent plus. Finalement, ce que je fais sur mur, ça colle plus avec ce que je faisais avant. Et du coup, je me dis qu'il faudrait que je prenne le temps de m'essayer sur mur en noir et blanc, tranquille, dans un coin, dans un terrain vague, là. Et finalement... en noir et blanc avec de la peinture. Mais bien sûr, avec de la peinture, ouais. Après, c'est vrai que j'en avais parlé avec un copain qui me disait, oui, mais sinon, il faut que tu fasses des trucs. Mais après, il faut faire du collage. Mais le collage, c'est quand même moins marrant. Donc j'aimerais bien, prendre le temps de réfléchir un peu par rapport à ça. Mais c'est vrai que le mural, c'est très chouette. Après, la différence, c'est que le mural, malheureusement, il faut quand même aller droit au but, quoi. On a rarement 3 mois pour faire un mur. Et du coup, on fait moins de détails, on fait moins de... Voilà, donc en tout cas, moins. Ouais, toi, t'aimes bien aller dans le détail. Ouais, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas très adapté. Il faut que ce soit un peu impactant. En plus, c'est mieux. Après, il y a des gens qui font des trucs avec plein de détails et qui sont très forts, mais c'est vrai que moi, j'ai pas forcément. Je suis quand même toujours plus à l'aise en dessin qu'en peinture, et plus à l'aise sur papier que sur mur. Mais j'aime bien de temps en temps parce que c'est gros.
Voilà. Parce que c'est grand, mais on peut pas Ouais. l'encadrer. Non, on peut pas l'encadrer. Comment tu vois ton œuvre à 70 ans? Ouf, bah, là, je sais pas. Je sais pas du tout. Déjà, je me dis, là, je suis tellement complètement à fond dans le noir et blanc, en me disant non, mais jamais je ferai autre chose que du noir et blanc. C'était déjà ce que je me disais au début. Après, j'ai fait de la couleur et après, j'ai refait du noir et blanc. Mais là, c'est vrai que je suis bien dedans quand même. Et donc, je sais pas. Je me demande si je ferai encore du noir et blanc. Je pense que je ferai pas de la peinture parce que vraiment, la peinture, ça m'ennuie. Et donc, je sais pas. Ou alors, j'aurai des assistants qui travailleront pour moi, puis je les fouetterai depuis le lit. Ouais. Depuis le lit. T'as peut-être encore plein de choses à dire. Et donc, la page blanche, c'est pas du tout un problème pour toi. Non. Puis j'ai plein d'envies, quoi. Je note vachement mes idées et tout. Après, c'est vrai que mon problème, souvent, c'est les deadlines, quoi. Voilà, c'est toujours il y a toujours il y a plein d'expos. Donc, du coup, il y a pas mal, une pressurisation et tout, qui fait que des fois, on se dit, ah, mais non, mais je suis partie sur ça. Mais en fait, ce que je voulais faire, vraiment, c'était ça. Bon, mais maintenant, c'est trop tard. Et donc, du coup, le prochain truc. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'il faut toujours prendre le temps. Voilà. Mais moi, je m'amuse beaucoup et voilà, et j'ai toujours plein de choses et j'ai envie de dessiner plein de choses. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de dessiner en me disant ah ça a l'air vraiment bien chiant à dessiner, je vais le tenter la prochaine fois, quoi. Voilà. Ah, c'est comme ça que tu t'orientes un peu. tes désirs. Ouais, un peu, ouais. C'est marrant. Essayer, quoi. Bah, c'est vrai que voilà, ou essayer de mieux faire, ou genre ah bah là sur ce truc-là, oui, bah je l'ai tenté. Bon bah c'est pas terrible, même par rapport à l'idée de la ressemblance, tu vois, par rapport au fait de faire des vrais portraits, enfin d'essayer de faire des vrais portraits ressemblants. Bah t'es toujours là genre ah merde, bon, j'ai fait le truc là, c'est un peu plat, là c'est un peu donc t'y reviens, tu vois, il y a toujours cette espèce d'envie de faire mieux, quoi. Alors justement, quand est-ce que tu sais que ton œuvre est terminée? Quand j'ai plus le temps, voilà. Quand la deadline est dépassée, quoi. Vous savez, quand je reçois des mails disant qu'est-ce que tu fous, et voilà. Et en gros, c'est un peu ça, quoi. Donc, je suis là, oui, j'arrive. Puis je fais un chronopost et puis c'est bon. Ça coûte un peu cher. Une grosse question Ouais. que je pose souvent, c'est quoi la réussite pour toi? Bah, la réussite, c'est d'arriver. Ça a été quand même, c'était tellement incertain. Et moi, je pars du principe, entre guillemets, que j'ai au moins réussi à arriver à croûter avec ce que je fais aujourd'hui. Alors, en espérant que ça dure, parce qu'on n'est jamais assuré. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est au moins juste ça. C'est pas être riche, c'est pas être super célèbre, c'est pas, voilà, c'est juste arriver. C'est quand même assez dur. Et vraiment, c'est une sorte de coup de poker. Et c'est beaucoup de travail aussi. Enfin, voilà, c'est parce que, bon, bah, ça fait 10 ans, je sais pas combien de dessins j'ai pondus. Mais c'est juste incroyable, quoi. Enfin, ça fait beaucoup. J'ai vraiment passé beaucoup de temps. Et j'y passe toujours beaucoup de temps. Et 12 heures par jour. Et à jamais en démordre. Et donc, aujourd'hui, d'arriver à avoir un revenu basique, en fait, quoi. Un revenu de salarié de base, en fait, quoi. Voilà. Et je trouve, qui est pas du tout, finalement, pas du tout. Quand on le replace par rapport au taux horaire normal des gens, des salariés, pas du SMIC, quoi, on n'y est pas forcément parce que ça prend beaucoup de temps, mais ça on s'en fiche après. C'est pas une histoire, je vais pas me syndiquer pour dire on va te payer plus cher. Moi je suis contente de. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi je suis contente aujourd'hui, voilà, d'arriver à gagner ma vie avec ça et de pour l'instant et de me dire bon bah voilà, c'était un pari. Ça a été un peu long. Et après, je me dis, si demain, ça se casse la figure, bah, c'est pas grave. Au moins, je serais contente d'avoir réussi ce truc-là. D'y être arrivé, quoi. Voilà, d'avoir réussi à maintenir le truc à peu près hors de l'eau, quoi. Est-ce que tu peux vraiment te casser la figure? Puisque si on retient ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais. tu ne peux que faire augmenter les prix de tes œuvres. Mais ouais, mais encore faut-il les vendre. Voilà. Alors après, sur le principe, tu vois, mais finalement, t'as toujours, même c'est marrant, tu vois, quand tu lis des biographies d'artistes ou voilà. Je pensais à Magritte. Tu vois, Magritte, qui avait sa petite côte et tout. Et finalement, Mais il l'a pas eu au tout début, Magritte. Non, enfin, il a mis du temps aussi. c'est venu avec le temps. Mais tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que en fait, il y avait une période, ça m'avait vachement marqué quand j'étais petite. Il avait eu de la période vache. Et la période vache, en fait, il faisait la même chose, mais peint avec les pieds, quoi. Vraiment peint, pas du tout avec sa technique à lui. Donc c'était une espèce de truc hyper enlevé, là, un peu fauviste, bizarre, voilà. Et là, tout le monde s'est barré. Alors,
Vraiment, les acheteurs étaient plus là. Son galeriste était là, mec, tu fais n'importe quoi. Et donc, du coup, il a quand même eu cette espèce de truc. Il était connu, il vendait ses pièces et tout. Mais là, vraiment, il avait perdu tout le monde, quoi. Donc, finalement, il est revenu à ce qu'il faisait avant. Enfin, c'était toute son histoire est assez passionnante. Mais il a fallu, qu'il revienne à ce qu'il faisait avant pour récupérer les gens un peu, quoi. Et refaire vraiment les mêmes choses, quitte à refaire plusieurs fois les mêmes tableaux, quitte à refaire des tableaux qu'il avait fait dans le passé. Parce que les mecs voulaient ça, ils voulaient pas autre chose. Donc c'est vrai que c'est un truc toujours un peu... voilà. Il y a des effets de mode, peut y avoir une lassitude de la part de l'artiste ou de la part du milieu de l'art. Il peut y avoir plein de choses qui se passent et qui font que les choses sont loin d'être acquises, quoi. Non, on sait pas. Et à l'instar de Magritte, toi, j'ai l'impression que tu es sur des bons rails au niveau style graphique, etc. T'as pas trop envie d'explorer d'autres styles? Bah, le truc, c'est que moi, je suis assez monomaniaque. Donc, effectivement, je suis plus dans cette espèce de truc où, genre, là, en gros, je veux juste dessiner. Enfin, je veux dessiner mieux. Je veux faire plus gros. J'ai des envies. Je veux faire des choses, évoluer. Mais c'est vrai que l'évolution, en général, est pas... J'ai évolué depuis les débuts. Quand on regarde, c'est pas les mêmes images du tout. Voilà. Mais ça se fait, ça se fait pas en claquant des doigts en disant, demain, je vais faire des triangles. Et voilà. Quoi. Pour toi, parce que visiblement, Magritte, c'est ce qu'il a fait avec ses vaches. Il faisait les mêmes images, mais super mal peintes, en fait, quoi. C'était les mêmes trucs. Il refaisait même certains trucs qu'il avait déjà fait, mais peints vraiment comme une patate, quoi. Et je sais pas si, voilà. C'était peut-être plus la technique que les images qui l'ennuyaient. Et donc, voilà. Donc, moi, je sais qu'en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vois il y a plein d'artistes qui clairement vont vers le minimalisme. Moi, j'en ai pas envie, quoi. En tout cas, j'ai plus envie d'aller vers le plus et le plus gros, et voilà. Et je pense aussi que la variation de format, en tout cas, aller vers le gros, ça permet aussi plus de choses potentiellement. Faire des scènes de genre et voilà, et des trucs, des couronnements. Et non, mais tu vois, je suis très, j'adore le néoclassicisme, tu vois, David, tout ça. Et c'est vrai que ce serait mes fantasmes, quoi, tu vois, de faire des choses comme ça. Parce que t'as l'impression que tu peux pas mettre tout ce que tu veux dans les toiles aujourd'hui. C'est ça, en fait, je peux pas mettre tout ce que je veux. Les trucs rentrent au chausse-pied, et c'est pour ça que je me dis, il faut que je fasse des séries à chaque fois, ou il faut que je fasse des trucs qu'on va coller. Mais bon, après, finalement, il y a aussi le problème, effectivement, les trucs sont censés être vendus à la fin, donc le mec, si tu dis voilà, c'est un truc, ça fait 14 mètres, on dirait super, c'est bien, bravo. Mais bon. Et est-ce qu'aujourd'hui tu sais pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que c'est l'aventure, l'envie d'une possible immortalité, la postérité? Alors je pense qu'au tout départ, la postérité, c'est pas quelque chose qui s'est posé comme ça, puisque elle est quand même assez peu probable. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de cathartique au départ, quoi. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose d'assez cathartique. Voilà, c'est ma psychanalyse à moi, quoi. Voilà, gentiment, quoi. Mais il y a quand même quelque chose de ça, un peu. Et il y a aussi, maintenant, il y a un autre truc qui s'est et quelque part, on en revient à ce truc-là. Il y a une dimension d'hommage aussi. Mon père est décédé il y a quelques années, et c'est vrai qu'il était très fan de tout ce truc. C'est lui qui m'a vraiment légué tout ce truc du film d'horreur, et voilà, toute cette espèce d'ambiance là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'hommage aussi par ce biais, quoi. Ouais. Alors j'arrive à ma dernière question, qui est la même pour tout le monde. Ouais. Est-ce qu'il y a un objet culturel qui t'a beaucoup marqué récemment? Attends, je vais réfléchir. Un film, un livre, une musique, n'importe. Un jeu vidéo. Mais le jeu vidéo après, si. Zelda. J'ai eu un petit souci avec Zelda cet été. Ah. Celui sur Switch, là. Et j'ai eu un petit souci, j'ai bugué, quoi. T'es pas la première à me dire ça. J'ai pas décroché de la console. J'avais la console tout le temps dans mon sac, dans ma main, sous mon oreiller. J'arrivais pas à m'en décrocher. C'est terrible. Et le pire, c'est que je sais que je vais le refinir un jour, quoi. Refinir, tu veux dire là, recommencer je vais le reprendre et je vais le refinir, c'est sûr, quoi. Bon, déjà, il me faut les DLC, là, il faut que je récupère les DLC. Mais je pense que je vais le refinir un jour. Ouais. Les DLC. Tu sais, c'est des trucs qui vendent là maintenant, c'est des trucs, des extensions, en fait, ils vont te rajouter une quête, tu vois, ils te rajoutent, genre, 5 heures de jeu, tu vois. En tout cas, j'ai malheureusement plus le temps trop de jouer. Ouais, non, mais là, c'est un gouffre, tu vois, alors le truc le plus chronophage du monde. Ouais. Et après, je l'ai pas joué personnellement, mais du coup, je l'ai fait, un jeu vidéo, Resident Evil, en VR, absolument incroyable. Absolument VR, incroyable. Quoi. Ouais, on a ça à la maison. Tu dois pas en sortir indemne de non. Okay. Il est vraiment fou. Et God of War aussi, qui était quand même assez dingue. Voilà. Mais j'aurais bien aimé dire autre chose qu'un jeu vidéo, mais c'est pas que t'as lancé sur le jeu vidéo, effectivement, Zelda. Quoi. Non, mais c'est marrant parce que Zelda, ils sont arrivés à se renouveler depuis 20 ans, et à chaque fois de faire des trucs. Et
Et je vois encore des gens s'extasier sur les derniers Zelda, alors qu'on pourrait penser qu'ils ont écumé un peu tout ce qu'ils avaient à dire, mais non. Non, là, vraiment, il est fantastique, quoi. Voilà. Ouais. Bah écoute, Amandine, merci beaucoup d'être venue sur ce podcast. C'était passionnant. Et je sais pas quand est ta prochaine expo. Alors la prochaine expo, du coup, 1er décembre en Allemagne, à Hambourg. Après, il y aura certainement un truc, des choses à déterminer. Voilà. Mais la prochaine, ensuite, ce sera à Rome en mars. Voilà. Et voilà. Et en France, est-ce qu'il y en a deux? Ah si, je suis con. Pardon. Et si, je fais une expo solo à la mauvaise réputation à Bordeaux. J'étais focus sur l'Europe. Le 18 ou 19 janvier. Voilà. 18 ou 19. Ouais, on n'a pas encore établi la date du vernissage. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Amandine. Merci à toi. Ciao. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. I absolutely refuse